Peter Pan, que je hais, c'est un personnage pour moi qui est une des pires inventions de l'humanité, par un des pires auteurs qu'on peut imaginer, et qui ravage absolument la moitié de la Terre chaque fois que Peter Pan est lu. Ça a des effets ravageurs sur les enfants, et sur les parents aussi. On aime bien être ravagé, quoi. Mais c'est pas du tout une histoire qui construit comme les histoires d'ogres, voilà, qui sont des vraies histoires terribles, mais où voilà, on sort grandi. Là, c'est le cas de le dire, avec Peter Pan, on n'est vraiment pas grandi, quoi. On est tout petit pour toujours, quoi. Au point d'ailleurs que c'est presque devenu un syndrome psychiatrique. Hôpital psychiatrique Sainte-Marie. Depuis Envelay. Atelier de théâtre. Bruno Boussagol. La scène et ses limites. On dit monter des escaliers. On dit aussi monter sur les planches. Comme si tout espace autre, dont la scène, ne pouvait être atteint qu'à bout de souffle. Au théâtre, on ne traîne pas les pieds. Et cette façon de se mettre à genoux et de se cogner la tête sur le sol, cela n'appartient pas à une chorégraphie sacrée. Tripotage, arrangement d'objets, des objets à portée de main, dans un monde si vaste. Le cri de Fabrice. Ce n'est pas un cri de théâtre. La locomotive qui passe sous les fenêtres, c'est un peu comme si elle allait nulle part, qui d'ailleurs lui prête attention. Et puis elle reviendra, la Terre aussi tourne en rond. Il faut passer par ces étapes qui sont extrêmement dures, parce qu'il faut reconnaître que ces enfants vivent une trajectoire mentale, enfin leur existence, c'est la tragédie la plus profonde. C'est évident que justement tout est dans la gestion de la limite. C'est une des grandes problématiques supposées enfin, de la psychose. Qu'est-ce qu'il y a entre moi et l'autre? Est-ce que moi et l'autre c'est pareil? Est-ce que je suis l'autre? Alors là, je me dis, bon, il y a comme une petite histoire, quoi, avec toujours une histoire très simple. Grandir, naître, ne pas naître, refuser de naître, c'est un peu cette problématique de ne pas vouloir naître, donc de ne pas vouloir être. Tu es fou. Mais d'où vient cette expression? Si on pense que la parole peut avoir du sens, parce que c'est même ça qui est remis en question par l'autiste, par le psychotique, c'est qu'au fond, ce qu'on lui dit n'a aucun sens. N'empêche que, moi je considère qu'avec mon outil, disons théâtral, il y a une perspective. Alors après, ça peut aller assez vite. Quand il va entrer et sortir de scène, donc qui va maîtriser cette dimension de la fiction, je dirais. Quand il va sortir de scène, il va saisir la réalité. C'est-à-dire qu'on ne lui apprend pas la réalité pour après aller dans l'imaginaire, on lui apprend l'imaginaire pour peut-être saisir quelque chose de la réalité. Ça va bien? Je peux pas parler. Je n'entends pas bien là. Ah ouais?
J'écoute. Hein? Tu t'écoutes? Oui, je m'écoute là-dedans. J'entends pas les autres là-dedans. T'entends pas les autres parce qu'ils m'entendent pas? Si, j'entends les autres. Ouais. Ah non, non. Voilà, c'est bon. Moi, j'ai jamais travaillé le texte, les mouvements, enfin, je m'en fous complètement de ce qui se passe dedans. Il se passe. Du moment que ça se passe, je ne veux même pas donner de sens à ce qui se passe. Donc c'est en ça que je suis totalement coupé de ce qu'on appelle l'art-thérapie, par exemple, qui travaille beaucoup la question du sens. Moi, je prends toujours tout au pied de la lettre, vraiment. Plus tard, quand je vais m'intéresser à Lacan, je comprendrai pourquoi j'ai eu cette attitude-là. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, ça s'appelle pas, c'est pas du tout, ça ne s'appelle pas. Alors, des fois, dans les programmes, on nous retapait le nom. La troupe, aujourd'hui, ça ne s'appelle pas. Non, c'est ça, ça ne s'appelle... Aujourd'hui, ça s'appelle. Mais ça s'appelle pas. Au fur et à mesure que le temps passait, de voir grandir ces enfants psychotiques, on se rendait compte que ça ne suffisait pas. Il fallait continuer à les suivre, leur donner une chance, entre guillemets. Quand on s'est mis à faire des spectacles, vraiment, il va falloir socialiser la chose. Donc, on construit un dispositif qui s'appelle une troupe de théâtre. Donc, c'est pas le versant art brut, c'est le versant l'art et du côté de la psychose, on va dire. Hein? Et que donc, il suffit de donner des pinceaux, voilà, à des gens qui en sont privés, enfin qui sont privés du contact avec la culture, avec l'art, pour que quelque chose se passe, qui aura à voir d'ailleurs avec l'art contemporain. Je me souviens, il y avait des grandes discussions sur le fait qu'il y avait une culture psychotique. Il y a eu quelques discussions du jour. Culture psychotique. Le psychotique, c'est un humain. Bon, faut s'arrêter là, c'est déjà pas mal. Pour les projets, j'en avais un projet. Mais c'était pas c'était pas le projet tel qu'on l'entend actuellement. Bon, j'avais suivi quelques cours, enfin j'avais suivi des cours en auditeur libre, près d'un philosophe lyonnais, Maltinet, qui est mort il n'y a pas très longtemps, promoteur, si on peut dire comme ça, de la psychiatrie phénoménologique, de ce qu'on appelle la Daseinsanalyse, l'analyse existentielle. Voilà. Et qui parlait beaucoup du projet. Seulement le projet, pour Maltinet, c'était quelque chose qui était toujours en marche et qui finalement ne se réalisait pas toujours totalement. Hein. Il n'avait pas une fin comme ça. Il débouchait sur autre chose. C'était toujours une ouverture. Hein. Et c'était dans ce sens-là où je pensais le projet. C'est-à-dire qu'au départ, on fait du théâtre avec de la peinture, de la musique avec les enfants. Mais je ne sais pas comment ça va se dérouler. Donc à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'ouvrira. Et puis on essaiera de trouver, d'entrer dans cette ouverture et de la développer, puis d'avoir une autre ouverture. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de différences entre les enfants et les adultes. Je vais donner un cadre, voilà, ce sera comme ça. Et puis j'ai l'impression qu'il y a une espèce de compréhension mutuelle là, qui s'est faite. Des deux côtés, ça ouvre. Moi, Bruno, chez moi, il m'a ouvert des tas de choses. Et il m'a fait faire, entre guillemets, hein, il m'a fait prendre des décisions que je n'aurais jamais prises, que je n'aurais même jamais imaginées. Hein. Partir jouer, etc. Pour moi, c'était... Je ne suis pas un aventurier. Hein. Pour moi, c'était toujours des... bon,
est-ce que c'est possible? Comment on va faire? Qu'est-ce que ça va entraîner? Comment je vais présenter ça à la direction? Comment je vais présenter ça aux parents, etc. Mais ça m'a un peu renforcé dans cette idée-là, parce que je voyais les résultats pratiques. Et c'est vrai que moi, j'ai appris beaucoup de choses, énormément de choses. Hôpital psychiatrique du Puy-en-Velay. Dans une autre aile du bâtiment, celles qui ne sont plus des enfants. Ce parcours, si vous voulez, induit toujours une place de l'ombre. Je passerai bien de l'image. Je disais, ma formule, c'était que j'étais à la place du mort. Mais c'est une formule analytique, hein, ça. Voilà. C'est-à-dire de cette présence-absence. Pour moi, c'est la représentation même de la porte à moitié ouverte et à moitié fermée pour l'interlocuteur. C'est-à-dire dire un peu, mais pas trop. Un peu en contrebande, si vous permettez le terme. Pas d'induction entre nous, hein, pas de... Comment on appelle-t-on? Pas d'impératif, hein, voilà. Une sorte de permis délivré doublement au regard du réel et au regard du talent particulier fondé par et sur l'inconnu et l'impossible de ce lieu, le lieu du réel. Comme aussi une proposition donnée et consentie pour une mise en lumière, une mise en scène sur un des aspects de la condition humaine et du vivant. Là où ça vit, ça parle, ça se dit, ça s'écrit et ça se rejoue. À ce titre, si la délivrance d'un art obscur mais présent est ici dégagée d'une perspective thérapeutique recherchée, sa mise à nu à ciel ouvert exige encore toute l'attention portée sur les effets produits. Ce sont des personnes qui sont vraiment désirantes, hein, moi ce qu'on appelle désirantes de manière permanente. Je veux dire que c'est vraiment une ouverture, c'est une béance qui leur est proposée à la scène. Voilà. Elle s'engouffre, volontairement consenti, comme une sorte de cadre et de contention offert et capté, enfin, voilà, adressé. Manie que nous avons les humains de chercher une finalité, une chute, c'est déjà pas mal. Moi j'ai beaucoup appris de Quad, bien sûr, à travers les analyses qui étaient faites de comment on ressentait les choses, comment on voyait les enfants, et puis j'ai énormément appris de Bruno, qui a progressé aussi en fonction des enfants, en fonction de chaque individualité et de ce que l'enfant lui apportait. Et dans sa présence avec les enfants, c'était extraordinaire, quoi. Et y compris avec les soignants, parce qu'il n'y a jamais eu... les gens qui venaient choisissaient quand même d'accompagner les enfants. Pour la plupart, il y a des soignants qui ne sont jamais venus, qui ont décidé qu'ils boycottaient complètement ce travail. Mais ceux qui venaient, notre présence, elle était vraiment très vigilante, quoi. Il fallait être hyper attentif à ce qui se passait sur la scène avec l'enfant et les enfants qu'on accompagnait, veiller à ce que ce soit paisible. Si ça l'était pas et qu'un enfant s'agite, on sortait. Moi, je me suis sentie toute petite des fois, tellement ébahie, quoi, complètement
complètement emportée par ce qui se passait dans la relation à cause de ça, de ma petitesse en face de leur grandeur. Et voilà, et puis ce qui était surtout aussi enthousiasmant, c'était de voir que les parents, du coup, avaient un autre regard sur leurs enfants aussi. Même si c'était extrêmement difficile dans le quotidien, voilà, ils pouvaient constater que nous, on faisait quelque chose de ces propositions et que ça mettait en valeur l'enfant alors qu'il n'était jamais mis en valeur. J'ai travaillé pendant assez longtemps avec des adolescents et quand il fallait venir à l'hôpital, c'était dramatique. C'était l'asile, il ne fallait pas y aller. Et donc on s'était dit, le lycée Simone Veil est à côté, on va essayer de créer un espace où les lycéens pourraient venir tranquillement, un espace ouvert où il y aurait de la lecture, où on organiserait des petites choses et où leurs copains pourraient venir les voir quand ils sont hospitalisés, que ça ouvre l'hôpital et que ça permette comme ça une relation. Quad est parti en retraite. Et entre-temps, j'avais proposé ce projet de café culturel. Le directeur, quelques mois plus tard, alors que j'allais quitter l'hôpital pour partir à Lyon, m'a dit, écoutez, si vous restez, vous mettez en place ce projet, mais par contre, il est destiné à tous les patients, tous les usagers de l'hôpital. On s'est dit, on va prolonger quelque chose à l'espace rencontre. L'endroit est ouvert et les gens qui sont plus hospitalisés peuvent revenir travailler avec Bruno. C'est ce qui se passe avec le collectif. On est dans les locaux de l'hôpital, voilà, librement, pour des gens qui sont hospitalisés ou qui ne le sont plus, ou qui le seront peut-être un jour. C'est un véritable engagement, quoi. On compte les uns sur les autres. Puis ça recharge, quoi. Moi, heureusement qu'il y a ça, sinon je serais... Absolument, j'aime bien ce petit endroit. C'est un cadre qui me convient bien, personnellement. Ça s'appelle le collectif parce qu'on est là. Parce qu'ils ont vu un film de Deux Pardons. Quelqu'un prenait en vidéo une dame, et une dame arrive et dit « Mais pourquoi on nous prend comme caméra ?» Eh bien parce qu'on est là. Et c'est devenu notre truc, tout simplement. Il y a un point important quand même dans notre groupe. C'est pas qu'on tient particulièrement aux folies, on est fou, mais c'est de l'importance pour nous quand même. Ça permet de oser parler de la folie. Oser parler, ben oui, et ben c'est quelqu'un qui a fait de l'hôpital psychiatrique, qui fait de l'hôpital psychiatrique et qui est capable de produire quelque chose devant le public, entre guillemets, normal. Parce que souvent, il y en a qui se croient plus normal que les autres. Oui, moi le théâtre, c'est autant théâtre que l'atelier écriture, que l'atelier lecture croisée. Houellebecq, par exemple, et Virginie Despentes, ben, c'est pas ma tasse de thé, comme on dit. C'est assez hard et j'ai eu beaucoup de difficultés à m'y mettre dedans. D'ailleurs, on a fait aussi Bukowski et puis je sais plus qui c'était avec, c'était pareil. Mais bon, j'ai appris à m'intéresser quand même à l'auteur. J'ai vécu des choses difficiles dans ma vie et ce qui m'a toujours aidé, c'était que j'ai pu y écrire sans les montrer. J'ai écrit des cahiers, des cahiers, des cahiers, des cahiers. Moi j'étais SDF. Alors j'étais SDF, je dis. C'était très dur à vivre. J'ai vécu dans des bâtiments en construction. Et d'ailleurs, ça me fait, je pense toujours à la chanson d'Edith Piaf, je crois que c'est elle qui chante à l'hôtel Les Courants d'Air. Et il y a une chanson que j'aime beaucoup particulièrement d'elle, c'est « Je ne regrette rien, non, je ne regrette rien, même d'avoir vécu cette vie de SDF, eh ben je ne regrette pas maintenant. » Où est le dehors, où est le dedans? Apporter une phrase avec les mots de mon esprit qui entendent les mots, où mes mots s'ouvrent à ma conscience, me donnant l'indifférence de mon trouble intérieur. Puis après un point, j'écris, pour que les mots qui se succèdent
attire le regard du curieux ou du voyeur. Enfin, après un point de détente, la première phrase est sortie de mon intérieur par mon extérieur pour se trouver inscrite sur le papier où mes doigts ont tracé chaque lettre en se servant de ma conscience. J'ai un traitement lourd, c'est pour ça que j'ai des difficultés même à parler. Des fois, la bouche, elle est sèche, et puis j'ai un gros traitement là, actuellement, donc aussi, point de vue cerveau, quand je suis en train de lire mon texte, ça bute un peu. Mais bon, ça fait partie du... C'est dans le cadre du... Ça s'est rajouté dans le truc, quoi, puis voilà, quoi. On vit avec, et puis... René et Axel étaient déjà hospitalisés. Martine me dit, mais c'est pas vrai, c'est une vraie contagion. Parce que c'était triste, toutes les trois hospitalisées, donc on n'était pas en état de faire quoi que ce soit, quoi. Moi, par exemple, ça fait 4 ans que j'ai pas été hospitalisée, mais avant ces 4 ans, j'ai été hospitalisée 5 mois d'affilée. Donc comme là, ils voulaient m'hospitaliser, j'ai dit non. J'ai dit, vous savez très bien, on sait que quand on rentre, on ne sait pas quand on sort. Alors j'ai dit, moi, vous ne me faites pas hospitaliser. Alors, puis j'ai dit, puis j'ai pas le temps, moi j'ai du théâtre, j'ai mes ateliers, j'ai pas le temps d'être hospitalisée, je leur ai dit. Les médecins, ils disent, faut vous poser. Ça veut dire, stoppez toutes vos activités, reposez-vous. Moi, j'aime pas. Tandis que là, dans le théâtre, ou lecture ou écriture, et bien justement, j'arrive à me poser parce que je me trouve dans un certain élément qui me convient. J'écris, certes, mais mon écrit peut-il pas apporter une interrogation qui se propage dans mon intérieur? Par la suite, je peux poursuivre mes lignes dans les méandres de mon cerveau. Vous savez, cet appareil qui sert à construire l'intelligence et la connaissance et la concentration pour avancer dans le règne de la réflexion. Je suis très timide, mais comme j'ai beaucoup d'humour, je m'en sors avec ma timidité vis-à-vis de l'humour. Alors ça permet de donner une certaine, comment dire, une certaine conscience de ce que je fais, de ce que je dois faire. Et moi, je me régale à écrire des textes. Là, j'ai écrit tout un cahier sur le problème de l'addiction de l'alcool. Et j'ai bien ouvert ma bouche. Tu sais, tu vas me faire. Et tous les autres, c'est des faux. C'est des éléphants roses. Je survole largement, mais quand j'avais 22 ans, que j'avais terminé mes études, et études supérieures à la Sorbonne, et il m'est passé par la tête de me faire bonne sœur. Et je suis entrée au Sacré-Cœur, le Sacré-Cœur. Et je suis restée novice, habillée religieuse, pendant 2 ans et demi. Et là, on nous faisait jouer des pièces de théâtre. Alors bon, c'était pas des trucs communistes, c'était Claudel, quoi, par exemple. Bon, on saute. En 1975, le 11 octobre, j'épouse mon
Guitou. Guy Berlier, prof d'histoire géo, légèrement handicapé. Depuis 2010, il y a eu 5 décès dans la famille Berlier. Et cette histoire de théâtre, c'est une espèce de catharsis. Ça a permis de libérer beaucoup d'énergie qui passait à se faire plaindre, peut-être. Et Bruno y est pour beaucoup, parce qu'il a su écouter et canaliser toutes ces énergies, tous ces souvenirs atroces, pour en faire quelque chose de verbalement et objectivement dissible. Messe en latin, pas de prêtre marié, pas de contraceptique, etc., etc. Mais bon, fermer ce qui est entrouvert, claquer ce qui grince, éteindre la lampe allumée, fermer les portes. Au secours, les rats envahissent les caves, remuant le choléra et la peste et les hépatites virales. Ou Tchernobyl, arrêté aux frontières. Ai-je un cancer? Car la psychose n'empêche pas le reste. Nous, on bardouille, on se parle, bon, ça va de tous les côtés à la fois. Je suis comme ça, je suis très bavarde. Je dis bardouiller parce que c'est un mot qui, chez nous, qui est utilisé, c'est un mot patois, c'est un mot occitan. Et je trouve qu'il va bien, non, ce mot bardouiller, pour dire parler comme ça. Parler, se laisser aller, quoi. Oui. Ou on rit, ou on rit pas, ou on... Moi, quand je suis rentrée dans le monde de l'école, du collège, du lycée, l'école d'assistante sociale, et que je suis venue avec mon patrimoine culturel de la paysannerie, quoi. Ça faisait... C'était pas bon. Téléphone de temps en temps Bruno sur son portable et des fois je dis il n'y est pas, il le prend pas, c'est convenu entre nous et je lui raconte des trucs, c'est des trucs énormes, je sais pas, je vais chercher dans le passé, tout ce qui me travaille, je lui dis. Le pot pourri, parce qu'on dit pot pourri, mais en fait, ça sent bon, normalement, pot pourri. C'est pas un soignant, Bruno. C'est quelqu'un qui, comme il dit, il fait théâtre avec ça. Mais ça m'a fait bobiner. Elle a cité les humiliations, porté plainte sur plainte jusqu'à rogner la nuit. Pour lui, c'était du bruit qui lui cassait le reste et les oreilles aussi. Alors, il a embrayé sa primaire force de frappe, jetée au visage de sa compagne à corps et à cri. La batte de nerfs et d'os, à droite, à gauche, le nez en prend, les oreilles passent, les boucles rousses en sauvées, la bouche entrouverte, mais à mon cousu. La tête au bond, le bruit que ça fait à la cloison qui en répond, tête échevelée, cogne et cogne, l'œil s'est fermé chez elle. Il ne répond plus. Il verra ça plus tard. À la paupière, le volet,
le violet et le jaune aussi. Ça passera vite. C'est même beau, la fleur au fusil. Pouette, 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 comme le caquettement de la poule, les petits papiers dans les petits papiers. Pouette, pouette, blabla, ça caquette, ça tricote, ça crie et ça trie. Ça crie en moi, juger, jauger, évaluer, crocheter, tricote, crachote la dent dure. Celui-là ne vaut rien, celle-là est malvenue. Attaque, attaque, tac au tac, mitraillette, du tac au tact, sans tact. Je suis obligée d'écrire ce qui crie en moi. Au nom du cri, amène-toi là, vire-toi là. Comme j'étais censée ne pas pouvoir dire des choses sans trahir ceux que je connaissais, et ben, par exemple, Martine, je l'appelais pas Martine Bonfou, je l'appelais Martine Bonaventure. Enfin, mais pareil, Bruno Boussagol, c'était le rossignol. Mais après les rossignols, c'était les médias, enfin, pour chanter. Et puis donc, après, je sais plus comment je l'ai appelé, Bruno Boussagol, mais par contre, c'était un chaman dans ma tête. Voilà, il y avait une connotation des fois très religieuse, comme j'étais partie dans tous les délires de religieux. Et donc, Bruno avait une place d'exception, puisque c'était un chaman. Puisqu'il plonge dans aucune religion, alors il fallait bien lui trouver une place un peu prépondérante, quoi, quand même. Et c'est très difficile de rendre un délire autant fort que ce qu'on peut le vivre. C'est même des fois impossible, je crois. Pour moi, il y a deux choses. Il y a le côté donc, purement créatif de l'écriture, et le plaisir d'écrire et de rendre les choses palpables, et l'espèce de pédagogie, enfin, entre guillemets, qui peut être celle de faire connaître une expérience particulière de l'autre côté de la barrière, enfin de l'autre côté du miroir, ou de l'autre côté de la psychose, enfin cette espèce d'écart que beaucoup de monde a du mal à envisager, quoi. Il y a ce mot-là, cette phrase, que je dis dès le départ, là, que je gueule sur la scène de théâtre, c'est dissonance de l'hallucinatoire, verbiage de l'autre en moi. Ça résume 5 mois d'hospitalisation. Alors moi j'ai pris l'expérience, j'ai acquis l'expérience en tant que patiente vis-à-vis de cet ancien métier qui n'est plus le mien, d'infirmière. Je serais peut-être plus compétente comme infirmière maintenant qu'avant, mais enfin bon, maintenant c'est loupé, je suis passée de l'autre côté. Bon, mais pour dire, il y a une infirmière par exemple, pendant que j'étais hospitalisée, qui me disait « Ah bon, alors qu'est-ce que vous pensez en ce moment? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête et tout ?» Et je lui disais, donc je retranscrivais le délire que je vivais. Après, il y en avait une autre, ou un autre plutôt, qui me ramenait au réel, qui disait « Ah mais attendez, ça c'est imaginé, ou enfin c'est pas ça la réalité, c'est ça la réalité. » Et qu'est-ce qui me faisait le plus de bien? C'était celui qui me ramenait à la réalité. Mais malgré tout ça, quand même, la personne, l'infirmière qui a le plus compté pour moi, c'est quand même celle qui rentrait dans mon délire et qui en décollait pas trop, quoi. Parce que quand j'ai été vraiment en situation difficile, parce que j'allais être agressive, c'est en me tournant vers elle que j'ai pu récupérer une certaine maîtrise de moi. Ah voilà, alors c'est... Voilà, en fait, il n'y a pas de recette, quoi. C'est assez... On a été au plateau de Mipache là, avec Betty, les autres qui n'étaient pas cette année-là, en 2011. C'était un espèce de festival. Alors c'était un mélange assez hétéroclite de gens, enfin hétéroclite, un peu dans les mêmes optiques, mais il y avait entre l'écolo et l'anard, enfin il y avait un sas un petit peu différent, mais un peu dans le même sens, quoi. Et donc là, on a pu lire H.P. Blues, là, ce fameux livre dont on a écrit chacun un livret. Et donc là, on avait lu pendant ce festival, et c'est vrai que voilà, c'est un peu ce qui est à la marge, quoi, en disant, dans ce festival-là, c'est un peu ce qui était à la marge. C'est l'époque des printemps arabes, enfin tout ça. Donc nous, on est arrivés là comme lisant notre expérience psychiatrique, quoi. Je me rappellerai toujours Bruno qui disait au milieu de tout ce monde « Ah bah il suffit qu'on se lance, que c'est pas besoin d'attendre les autres », parce que les autres disaient « Mais il faut être nombreux et tout ». Lui il dit bah, « Moi je me lance, je suis tout seul,
Je propose quelque chose, il y a 1, 2, 3 personnes qui me suivent, 1000, et ben le tout c'est de mettre les choses de façon à ce qu'il y ait quelque chose qui se fasse, quoi. Et donc c'est un peu des premiers pas comme ça. C'était à nous, spectateurs, de faire le chemin vers ce qu'on voyait. C'est-à-dire que c'était à nous, nos grilles de lecture, du coup, elles étaient plus valides, quoi. Je veux dire, il fallait passer à autre chose. C'est ma rencontre avec Bruno, et notamment avec un spectacle de Bruno, qui pour moi a été déterminant. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais en tout cas je ne m'attendais pas à ça c'est clair. C'est donc au Festival d'Avignon 88, il y avait à l'hôpital psychiatrique de Montfavet une compagnie qui s'appelait Hôtel des Voyageurs, si je ne dis pas de bêtises, qui jouait un spectacle qui était un hommage à Beckett. Je reviens sur Avignon et je croise Antoine Spire. Et je commence à lui parler de Neufchâtel Promenade. 2 jours après, je mets France Culture, écoute, chronique d'Antoine Spire sur Neufchâtel Promenade. Il a dit, peut-être Bruno aurait ça dans ses archives s'il a gardé, que c'était pour lui le spectacle le plus étonnant de ce festival qu'il ait vu, quoi. Il a fait une critique absolument incroyable. On l'a programmé, ça a été le premier spectacle donc, que j'ai choisi pour le festival. Je me suis dit, finalement, oui, le festival, je pense qu'il y a une possibilité pour qu'il ait une raison d'être, ne serait-ce que pour montrer ce type de travail. Souvent, il y avait des salles un peu plus confidentielles, et puis voilà. Et là, on l'a présenté à Rouen dans une très grande salle, je crois que ça avait 600 ou 700 places. Et on l'avait mis en spectacle d'ouverture, et c'était bondé, quoi. Il y avait 700 personnes, quoi, dans la salle. Mais du coup, c'est une erreur. Quand on fait un spectacle d'ouverture comme ça, évidemment, tu as énormément d'invités. Beaucoup, les institutionnels, machin, enfin bref, tu as beaucoup d'invités. Qui, par définition, ne sont pas forcément des gens qui choisissent ce qu'ils vont voir à cette occasion. Et du coup, on avait une moitié de salle qui se demandait ce qu'ils étaient en train de regarder et à quoi on les avait conviés, quoi. Mais nous, ça nous a fait plaisir de faire comme ça. Après, ça passe pas. Moi, j'ai quand même souvent vu des gens qui étaient assez captés par ça, pris par ce qui se passait, sans trop toujours pouvoir l'expliquer. Ce qui nous a justement intéressé aussi, c'était sa vision d'artiste, pas seulement sur la folie, mais sur ce que produisait la folie. Il avait fait un texte sur une femme qui se grattait au sang, mais qui vraiment se blessait énormément, quoi, qui était une plaie douloureuse comme ça. Et elle s'entourait dans ses draps, donc était maculée. Voilà. Et Bruno l'a considérée comme une artiste, c'est-à-dire que ces draps tachés de sang, qu'on lui changeait tous les jours pour lui remettre des draps propres, lui, il considérait que c'était une violence qu'on lui faisait, de prendre ses draps pour les laver, voilà. Et il a voulu exposer les draps. Il y avait une tentative de comprendre ce qui se passait, qui était très très étrange pour nous, tu vois. Et en même temps, c'était tellement respectueux que ça t'oblige à te poser la question. C'est une vision extrême de la chose, et voilà, est-ce qu'il va pas un peu loin? Mais non, il va pas loin. C'est le rôle des artistes d'aller loin et de nous emmener loin. S'ils nous emmènent, ils nous laissent regarder juste devant le bout de notre nez, à quoi ça sert? Après ça, j'ai aussi découvert qu'ils faisaient des spectacles avec des comédiens et des comédiennes, principalement des comédiennes d'ailleurs, c'est tous ces solos, etc. Et je me suis aperçu que ça se nourrissait, quoi. Ils s'autorisent plus
peut-être que d'autres, le silence ou le rien, qui fait que le spectateur est dans une autre attention. La culture, c'est bien précisément ce qui nous aliène. Et qui nous sécurise, qui nous tient, pour pas être dans le vertige, l'angoisse. Et n'est pas fou qui veut. C'est une épreuve de courage. Par le théâtre et par d'autres choses, mais par le théâtre en l'occurrence, avec Bruno, il y avait une chose apaisée, et il y avait même la production d'une poésie inimitable. Et il y a ce goût qu'il avait pour le plateau libre, pas d'accessoires, espèce de mythologie du plateau nu, fantasme aussi du plateau nu, l'acteur, le corps. Et devant cette recherche qu'avait Bruno d'espèce de limpidité de l'espace, je me souviens qu'à un moment, un des acteurs autistes arrive, se penche, prélève dans rien un cheveu. Et il n'y avait pas rien. Et bien ça, comme acte théâtral, je ne crois pas que j'ai connu mieux que d'aller chercher dans rien quelque chose qui s'y trouve quand même. Et tout d'un coup, ce mouvement-là, complètement imprévisible, étonnant, il y avait ce cheveu-là, et on était bien dans quelque chose qui nous précédait, nous, hommes de théâtre, stagiaires. Il y a quelque chose qui nous précédait et qu'il nous fallait suivre. La naissance du théâtre. Mais c'est curieux parce que la réflexion que je m'étais faite, en fait, c'est parti d'une sensation pure, c'est-à-dire qu'en rentrant, en descendant dans les grottes, en plus on m'avait amené dans une grotte qui n'était pas ouverte au public, qui n'était pas aménagée, c'était à Comarque, donc où il y a un cheval extraordinaire. En fait, je vais décrire ce cheval et on va comprendre la chose. En fait, c'est un cheval qui commence par être gravé, vraiment. On est à 1 mètre de la paroi, donc il n'y a pas de recul pour le voir. Donc il paraît monumental, il paraît très très grand. Et en fait, le geste s'arrête à un moment donné, est repris par le relief. Et on passe de nouveau à de la gravure. Et en fait, je m'étais dit que l'absence de geste, enfin, la multiplicité des techniques qu'il y avait, c'est-à-dire à la fois la gravure et l'absence du geste, c'est-à-dire on n'intervient pas sur le support, créer l'art, qui était un langage, ça voulait dire quelque chose, ça faisait sens. Et c'était invisible un peu, quand même. Ces images-là, elles sont données à l'ombre, elles sont données à la nuit, elles sont données à personne, ces images-là, ces peintures gravées. C'était pas des lieux de vie, c'était pas des lieux... voilà. Et elles sont enfouies dans la terre. C'est cette sortie des grottes vers la lumière. Et au théâtre, on travaille ça. Et quand il y a théâtre, pour moi, il y a l'émancipation. Et pourquoi on travaille dans l'ombre beaucoup d'ailleurs avec Bruno, c'est parce que quand la lumière est actrice. Quand la lumière arrive, c'est un événement, c'est une... Oui, c'est un... Dès que le théâtre arrive, c'est qu'on est libéré de quelque chose. Et ça libère... Bon, c'est la catharsis. Normalement, en face, ça doit libérer aussi quelque chose. Après,
On ne sait pas ce qu'on va trouver, on ne sait pas quel chemin prendre pour le trouver. Donc, c'est cette démarche-là qui est émancipatrice, parce qu'on est dans la recherche. Et on se libère d'a priori, on se libère d'images toutes faites, et c'est ça qui émancipe. Quand je parle d'expérience extrême, c'est parce que nous-mêmes, on s'achemine vers ça aussi, on cherche ça, c'est l'acteur, voilà. Pour moi, il y a danger quand il y a manipulation. Bruno, c'est pas quelqu'un qui manipule, c'est le contraire de ça. Donc, c'est pas un danger de cet ordre-là, parce qu'il y a des metteurs en scène dangereux, hein. Il y en a, tout pouvoir, etc., et qui sont dans la manipulation. Là, on n'est pas dans la manipulation. Librement, on sait ce qu'on va faire, pourquoi on le fait, etc. Bon, voilà. Donc, c'est pas là le danger. Après, le travail qu'on a fait une fois avec Bruno, avec une jeune fille qui était au Puy-en-Velay, qui était internée, en fait, et avec qui il travaillait. Donc, on a joué au Lavre Moderne parisien avec elle. Et on devait jouer 3 fois, je crois qu'on n'a joué qu'une fois, parce que le soir de la deuxième, enfin, les gens commençaient à rentrer dans la salle et elle voulait plus jouer, en fait. Donc elle donnait des coups de pied dans les projecteurs, et elle avait réalisé pour elle que c'était pas ça qu'elle voulait. Alors que Bruno, je crois, avait misé beaucoup sur un accompagnement vers le théâtre avec elle, quoi, qui pouvait lui faire du bien. You're a lost little girl. You're a lost little girl. You're lost, tell me who are you? J'avais 6 ans quand j'ai décidé que je serais comédienne. Donc, mais en fait, avec Bruno, on a eu 2 rencontres. C'est-à-dire qu'il y a eu la rencontre, il s'est installé à Billon et il a créé le Milieu du Monde. Et moi, j'habitais dans ce quartier-là. Et donc, il m'a vu, je pense, les premières fois, je devais avoir 4 ou 5 ans, quoi. On s'est rencontrés quand j'avais 16 ans. Donc la deuxième rencontre. J'étais en classe A3, en seconde. Je voulais être comédienne, mais je sais pas pourquoi il est venu me voir. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé ma légitimité en tant que comédienne tellement longtemps après. Il a fallu 15 ans pour que j'assume le fait de dire je suis comédienne, quoi. Donc si tu veux, j'avais pas du tout une approche de cet ordre-là quand je l'ai rencontré. J'ai quitté l'école suite à Sombre Printemps. Mes profs sont pas venus le voir. Ils m'ont dit on pensait que tu faisais un rôle de bonne dans un vaudeville, on va pas venir voir ça. Les gens étaient très méfiants vis-à-vis de Bruno. C'était assez particulier l'ambiance à l'époque en Auvergne, quoi. Sombre Printemps, là j'ai lu des trucs, voilà, je sais pas à quel point les gens étaient déplacés, mais ils étaient totalement déplacés et moi je m'en rendais pas compte de la portée, quoi, que ça pouvait avoir. J'étais quand même une adolescente assez torturée, fascinée par la destruction. Et je pense qu'il a travaillé avec moi un peu comme il travaille avec les autistes. C'est-à-dire dans le silence et l'attente.
ce qui peut relier à Beckett, la manière qu'il a de laisser venir, quoi. Je me souviens d'un week-end où tout le monde me cherchait. En fait, j'avais pris des Tranxène. Je dormais, j'ai passé un week-end à dormir chez un ami et du coup on n'a pas pu répéter. Et donc du coup on a calé les répétitions entre 5h du matin et 8h du matin où je devais aller à l'école. Et il s'est trouvé des choses dans ces temps-là totalement... et c'était mais la contrainte, elle venait de moi aussi. Enfin, il partait de mes impossibles. J'avais peur du vide, mais il m'a mis sur un plongeoir. Donc le spectacle, il était en 2 parties. Il y avait ce temps au sol qui est tout le temps de... Et puis il y a le temps de l'amour qui était sur ce plongeoir jusqu'au suicide, quoi. Il n'y avait aucune imposture, ça c'est sûr. À l'époque aussi, je pense que c'était une époque où... C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus dans un monde de l'imposture aujourd'hui que... D'ailleurs, parce qu'on l'a joué plusieurs années de suite, quand on l'a repris l'année suivante, je me souviens d'une séance de répétition, de reprise, où ça avait été difficile parce que ça voulait rien dire pour moi de me remettre dans les traces de ce qui avait été fait ou de reproduire, quoi. J'avais dit mais ça va pas, parce que je bloquais sur plein de trucs, hein. Je résistais énormément quand même. Je dis j'ai pas ma voix, puis il me dit c'est toi qui as changé. Et à chaque fois, des fois il y avait des espèces de tacles comme ça qui étaient très violents, quoi, de prise de conscience par palier. Sombre printemps, cette nuit j'irai fleurir ma tombe, Médée, Phèdre et 448 Psychose sont des textes qui parlent de l'altérité et de l'amour, plus que de la... Enfin, c'est-à-dire que l'amour comme manque, mais comme... donc, comme lieu de souffrance, mais comme lieu aussi d'expérimentation à l'autre, quoi. Je pensais qu'à un moment je pourrais me lever d'entre les morts. Et puis il s'est avéré que... Enfin moi ça a été... 448 ça a été absolument magnifique comme travail. Même pour moi-même, ce que ça m'a fait découvrir de géographie intérieure. Tout s'est dessiné très très vite en fait, toute la danse, c'est presque une danse, hein, de la parole, quoi. C'est-à-dire que cette chose d'envoyer au-dessus... Nous détruirons, ma tante elle ira nous détruirons, ma tante elle ira nous. Comment ferez-vous, ma tante elle ira nous? Comment ferez-vous, ma tante elle ira nous? Cette nuit j'irai fleurir ma tombe, ça commençait quand j'étais enterrée jusque-là, il y avait des bougies. J'éteignais les 7 bougies de la création. Il y avait une chose assez spécifiée au niveau de la lumière. Il y a eu Phèdre noir aussi. Donc c'était Phèdre de Racine. Et où il spécifiait des choses très très précises du corps. Ça allait être une main, un bout de visage, une extrême pénombre. On était juste après la grève des intermittents. Et c'était assez étrange parce qu'avec Barnabé, on avait pas mal participé au mouvement et on n'arrivait plus à être sur le plateau du théâtre, quoi. Enfin, on se disait mais comment s'exposer aujourd'hui alors qu'on est dans la disparition. Les naufragés.
Ils ont cette hautaine noblesse de ne plus faire de phrases, de ne plus croire au progrès, au lendemain chantant des efforts collectifs, à l'avenir de l'homme, de ne plus croire en rien d'autre au fond, qu'au néant et à la mort. C'est là toute la religion qu'ils ont, et ils n'en veulent pas d'autre. Sombre grandeur. Nous ne sommes pas si nombreux, nous les hommes, à pouvoir vivre sans espoir. Ils vivent mal, ô combien. Ils traversent la vie en titubant, mais ils la traversent tout de même. Quand ils sont assoiffés, ils se saoulent de l'âme. Quand ils ne pleurent plus, ils crèvent sous le charme de la nature et des gravats. Ce sont des suppliciés au ventre translucide qui vont sans foi ni loi, comme on le dit parfois, régler son compte à Monseigneur éphéméride, qui a pris leur jeunesse et l'a mise en séride, quand il ne leur restait que ça. En fait, je suis arrivée à la compagnie Brut de Béton grâce à Nouche Joublet-Marcus, qui m'a fait signe pour Phèdre. Il y a eu un événement un petit peu tragique. La comédienne qui était désirée profondément par Bruno pour incarner le personnage d'Énone perdait la vue. La perdait de plus en plus et à un moment, elle a décidé de renoncer au projet parce qu'elle ne pourrait pas l'assumer. Je me souviens de beaucoup de silence. On répétait à l'hôpital psychiatrique du Puy-en-Velay, en plus de ça, dans une salle toute noire, sans coulisses, avec des grands dessins faits par les patients. On n'avait pas le droit de rire pour pas vexer l'endroit, quoi. Pourtant, après avoir répété dans ces lieux-là, on avait besoin d'exulter un peu, de se défouler, et on n'avait pas trop le droit. C'était une arrivée à Brut de Béton très... Je savais que j'étais entrée à Brut de Béton, quoi, toutes ces choses-là. J'étais pas dans un endroit tiède. J'étais au bon endroit pour moi, quoi. Un endroit de feu. Enfin. Traînant des mots d'amour, avalant les insultes, et prenant par la main leurs colères adultes, afin de ne les perdre pas. Ce sont des enragés qui dérangent l'histoire et qui mettent du sang sur les chiffres parfois, comme si l'on devait toucher du doigt pour croire qu'un peuple heureux rôdant tout seul dans sa mangeoire vaut bien une tête de roi. Bruno est un homme qui est de la noirceur, hein. Massif, silencieux, énigmatique. Et il est hanté complètement par la disparition et par sa propre disparition. Donc, il ne pouvait pas faire une représentation toute noire, tout de même. Mais il paraît qu'on n'y voyait pas grand-chose. Les faisceaux prenaient nos corps, tout de même. Le dessin de nos corps, les silhouettes. Nous, à l'époque, attendait énormément des comédiens. Ils pensaient que c'était eux qui détenaient presque la vérité sur le personnage. Mais enfin, on a quand même besoin d'être aidé, quoi. Pas de... Il faut quelqu'un qui pousse, vraiment qui pousse à creuser. C'est pas donné d'emblée de creuser très loin en soi. Surtout quand on manie une langue étrangère, comme celle de Racine, c'est comme parler une langue étrangère. Bruno est aussi hanté par la figure de la diagonale de Tchernobyl. Et avant, il y avait cette diagonale sur le plateau. Enfin, ça m'a paru très très vaste, la traversée de cette noirceur pour transmuter. La diagonale de Tchernobyl, il s'agissait d'aller rencontrer sur place les personnes, les villageois, d'aller les rencontrer pour les comprendre, les écouter, échanger avec eux. On pensait même qu'on nous refoulerait à la frontière. On pensait qu'après, si on arrivait à entrer en Ukraine, on ne puisse pas réaliser la veillée. On n'avait toujours pas l'autorisation en fait, quand on est allé là-bas. On n'était pas sûr qu'on vienne nous chercher à l'entrée de la zone pour nous mener devant le réacteur. Beaucoup de doutes, de peur, qui rendaient cette expérience quand même très incertaine.
On a souhaité profondément les faire venir certains d'entre eux, rencontrer là-bas, à Aurillac. Bruno, il vous a peut-être raconté comme il a essayé d'obtenir les visas pour ces quelques personnes qui ne les a pas eues, qui a été profondément affligé et en colère de ne pas avoir les visas. Alors il y a eu plusieurs spectacles, il y a eu ce qu'on appelle des entrées-sorts, c'est-à-dire des petites formes de 10 minutes, et puis un banquet, un cabaret, une procession. On a brassé l'écriture, on a brassé la musique, il y avait toujours la photographie pour moi. C'est le petit musée de la catastrophe. En Ukraine, ils adorent la forme du musée et surtout, depuis la catastrophe, dans les villages, des musées apparaissent. Parce qu'il y a des métiers, par exemple, qui ont disparu, comme des cultures qui ont disparu, comme je pense à la culture du lin, qui fait trop de poussière. La culture du lin a disparu, donc dans le petit musée, on trouve des vêtements en lin, par exemple. Voilà, ça fait vraiment partie de la culture de là-bas, ces petits musées. Le musée que Bruno Boussagol m'a confié, je pense que c'est un musée qui convoque la vie au travers d'un texte que j'ai écrit. Le spectateur est invité à un voyage, évocation de la vie là-bas en zone contaminée. C'est surtout le temps qu'il fallait donner à l'expérience, quoi. J'incarne le guide du musée, parce qu'on est quand même au théâtre, mais je tiens à une présence en retrait, qui soit une parole, une présence sur un fil. En Biélorussie, on dit qu'un acteur peut casser son appareil, peut-être comme un violon claque. Et après, qu'est-ce qu'on fait? En fait, je pense que c'est ce qui m'est arrivé. Il s'agissait rien moins que d'une histoire de psychotique, puisque Fanny N avait 30 ans et pesait 130 kilos et décidait de voler un enfant qu'elle ne pouvait pas avoir. Et bien évidemment, ça menait à la catastrophe, aussi bien pour elle que pour l'enfant en question. Et donc c'était un spectacle au contenu extrêmement dur, où elle finissait d'ailleurs par tuer sa mère. Enfin bon, c'était... voilà. Donc j'avais 2 heures de texte de cet acabit, où j'étais censée jouer donc une psychopathe énorme, et un peu à la Zouk. C'est ce qu'on voulait faire avec Bruno, c'est-à-dire une sorte de personnage comme ça, avec un type de rapport au langage très précis, mais où devait effectivement transparaître cette folie. Je devais grossir en fait, je pense, au fur et à mesure dans ce... À un moment donné, je devais prendre vraiment tout l'espace, et que ce soit physiquement ou que ce soit par la voix. Et il fallait proférer des horreurs quand même aussi dans le genre, parce que cette Fanny, elle disait un nombre d'horreurs considérable, en permanence. Je me souviens de répétitions, on pleurait de rire, parce qu'on se disait, mais... On entendait aussi ce qui se disait vraiment, et comment tout d'un coup ça pouvait être dit, et comment ça pouvait être foncièrement à la fois drôle et déjanté, à la fois absolument horrible. Voilà, enfin, on était tout le temps dans cet entre-deux. Et le public, il est super mis à mal. Oui. Alors là, pour le coup, il est absolument pas ménagé à aucun moment. Parce que c'était plus vrai que vrai, en fait. On avait quand même réussi à faire quelque chose de très fort de ce point de vue-là. Je me suis toujours sentie moche. Je m'en accommode d'autant mieux que ça m'a évité de me coltiner un tas de mecs gentils qui ne m'auraient jamais emmené plus loin que la ligne bleue des Vosges. Je suis contente de moi comme ça, plus désirante que désirable. Je parle donc d'ici, de chez les tordus, les invendus, celles qui savent pas s'habiller, celles qui ont le crâne rasé, celles qui voudraient bien être des hommes, celles qui se prennent pour des hommes, celles qui n'en ont rien à foutre des mecs mais que leurs copines intéressent, celles qui ne fréquentent jamais les parfumeries, les femmes brutales, bruyantes, qui cassent tout sur leur passage, celles qui mettent du rouge trop rouge, celles qui sont trop mal foutues pour s'habiller comme des chaudasses mais qui en crèvent d'envie, celles qui font pitié, qui font
peur, qui font pas envie, celles qui ne ressemblent plus à rien, celles qui ne comptent que sur elles-mêmes pour se protéger, celles qui sont pas rassurantes, celles qui s'en foutent de leurs enfants, celles qui boivent dans les bars jusqu'à se vautrer par terre. Bruno est quand même un metteur en scène scénographe, je crois. Et à chaque fois, c'est un dispositif scénique qui est toujours très simple mais très fort. Après, il n'était pas nécessairement audible par tout le monde, parce que le sujet était tellement grave, et on n'a pas l'habitude effectivement de traiter de ce genre de choses sur scène, qu'évidemment il n'a pas toujours été bien reçu non plus par une certaine critique bien pensante. Gna gna. Lui, ce qui l'intéresse, et ce que j'en comprenais à l'époque, c'était de prendre des textes de femmes, essentiellement écrits par des femmes, pour parler des femmes aussi, mais pas que, mais bien évidemment parler d'une certaine forme de souffrance qui serait propre à la condition féminine, on va dire, dans ce monde de brute épaisse. Et de creuser justement ce sillon de la parole ou des textes féminins, on va dire. Et cette façon de faire du théâtre avec du texte qui n'est pas théâtral au départ est réellement quelque chose de passionnant. C'est comment on reconstruit toute une dramaturgie à partir d'un texte qui n'est pas censé être dit ou proféré. Et finalement, cette écriture féminine, telle que lui la conçoit, est faite effectivement pour être dite. L'idéal de la femme blanche, séduisante mais pas pute, bien mariée mais pas effacée, gagnant bien sa vie mais moins que son mari, mince mais pas névrosée par la nourriture, éternellement jeune mais pas défigurée par les chirurgiens de l'esthétique, bonne maman mais pas accaparée par les couches et les devoirs d'école, bonne maîtresse de maison mais pas boniche, cultivée mais moins qu'un homme. Cette femme blanche, heureuse, qu'on nous brandit toujours sous le nez, celle à laquelle on devrait faire l'effort de ressembler, à part qu'elle a l'air de beaucoup s'emmerder pour pas grand-chose, je ne l'ai jamais croisée nulle part, je crois bien qu'elle n'existe pas. Et Bruno a quand même une compagne psychiatre avec laquelle je pouvais parler quand même, enfin je veux dire, heureusement. J'ai senti en tout cas de la part de Cornelia et de Bruno beaucoup d'accompagnement pour expliquer ce que c'était que cet univers auquel moi, avant de jouer Fanny, j'avais pas du tout réfléchi. Enfin, je connaissais absolument pas ce qu'on appelle le monde des fous, quoi. Moi je m'étais formée en pensant idéologiquement que le texte était comme un masque, et que donc il fallait le porter devant, quoi. On peut se faire bouffer par le masque aussi. J'ai eu le sentiment effectivement d'arriver à un moment où j'aboutissais à quelque chose dans une démarche de comédienne aussi. Et quand je suis sortie de scène, je me suis dit non, je ne jouerai plus. Enfin, il n'y a plus à jouer d'ailleurs d'une certaine manière. C'était drôle comme sentiment. Pourquoi qu'est-ce que je vais jouer de mieux ou de plus je vais reprendre un rôle de soubrette quelque part après avoir travaillé des textes aussi forts, dit des choses aussi fortes. Ça me paraissait impensable. Je me disais au début, on est vraiment dans une relation de travail et c'était chouette à vivre au début. Et puis après, ben non, parce que cette relation, elle devient de plus en plus fusionnelle. Il n'y a pas effectivement de disjoncteur, il n'y a pas le groupe autour qui peut tempérer, enfin je veux dire, où les rôles peuvent changer sur qui va au front pour telle revendication, telle... Non, là, t'es seul face à quelqu'un qui pourrait, à un moment donné, même s'il n'en est pas conscient, et c'est peut-être pas ce qu'il veut, mais se positionner comme un maître. Et à un moment donné, il faut aussi savoir dire, ben non, ni Dieu, ni maître. Hein. Non, il faut arrêter, faut stop, quoi. C'est du suicide de continuer. Et ouais, c'est un mot fort, ça aussi, suicide. Oui. On n'est pas comédien pour ça. Moi, je pense pas que ce soit le but, quand même, de se déchirer dans tous les sens pour être sur scène, briller 2 secondes. Non. Sincèrement, au bout d'un moment, il faut se préserver aussi soi. J'espère que les autres comédiennes le font, ou en tout cas se protègent et se préservent, pour des questions théâtrales, mais aussi très personnelles, de voilà, c'est ma vie, je vais pas l'hypothéquer plus que ça. Et je sais que Bruno me proposait à un moment donné, d'ailleurs, de jouer un autre texte, et un des textes qu'il m'avait proposé, mais je sais plus qui l'avait écrit, il m'avait donné un livre justement sur des paroles de suicidés. Non, là non, ça suffit, quoi. C'est bon. Faut vivre.
Faut vivre. Dans les métamorphoses d'Ovide, on dirait que les dieux passent leur temps à vouloir attraper des femmes qui ne sont pas d'accord. Et quand elles tombent enceintes, c'est encore sur elles que les dieux se vengent. La condition féminine, son alphabet, toujours coupable de ce que l'on nous fait. Créature tenue pour responsable du désir qu'elle suscite. Moi, je fais partie des gens qui ont des grandes gueules, qui dorment peu, donc qui sont toujours sur l'énergie, on boit des canons et on continue. Voilà, donc Bruno me voit dans ce bar à brailler, voilà. Et en fait, il m'a donné un livre, Baise-moi, de Virginie Despentes. Et il m'a dit, ben, tu lis ça. Voilà. Donc j'ai lu ce livre qui m'a fait peur. J'ai fait des cauchemars derrière. C'est monstrueux. Et il m'a dit, je voudrais bien qu'on l'adapte et que ce soit toi qui le joue et qui joue tous les personnages. Laisse-moi zoom zoom zen. Ça parle de la rencontre de deux filles qui sont, j'aime pas bien parler dans les mots un peu borderline, on va dire, et elles n'ont rien à perdre et elles y vont et elles vont vivre jusqu'au bout, jusqu'à en crever. C'est horrible, parce qu'elles tuent tous sur leur passage, elles piquent du fric, elles baisent, elles tuent, et elles en jouissent, quoi, mais de la vie, quoi. De la vie parce que ça va être la fin, quoi. Voilà. C'est un road movie et on sait dès le début que ça va se terminer comme ça, mais elles le savent aussi. C'est particulier de travailler seul avec Bruno. Je me rappelle que la nuit tombait et on restait comme ça, en fait à parler des heures. On s'est rencontrés aussi dans cet amour de la liberté du plateau, voilà, et du questionnement, et il m'a permis de naître, Bruno. C'est un homme qui m'a fait naître en tant qu'artiste. Et je disais à Bruno, moi je veux que les gens, quand ils s'assoient, c'est comme s'ils mettaient leur ceinture de sécurité et qu'ils allaient faire un espèce de tour de looping accroché comme ça, quoi. Je veux un théâtre de la secousse. Je me suis tellement emmerdée avec des décors grandiloquents, des acteurs avec des costumes à 30 000 $, des textes, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on nous raconte, le théâtre qui perd son champ politique, mais c'est très grave, quoi. Mon œil, c'est un spectacle qui vit plus comme une expérience. C'est une expérience païenne. C'est une expérience sur le désir, sur la jouissance, sur la pornographie, sur la naissance du langage et finalement la naissance du théâtre. J'accouchais scéniquement d'une première œuvre, c'est-à-dire je me constituais à vue comme artiste. C'était un texte de naissance, un texte sur l'accouchement, et Bruno donc a fait un travail finalement de maïotique, comme Platon, c'est-à-dire que quand il dirige un acteur, il le dirige par le questionnement. Et dans sa façon de travailler, ça m'allait parfaitement bien. Ça fait plaisir en tout cas de voir des hommes aussi qui accompagnent, voilà, des œuvres des femmes, et, voilà, et qui retournent la question de l'égalité, du coup de la citoyenneté, à travers, voilà, plutôt en regard du matrimoine que du patrimoine. Et c'est quelqu'un qui arrive à rassembler, oui, comme une espèce de... C'est un peu un Jodorowsky, quoi, c'est-à-dire qu'il tend des cartes, oui, il y a des visions, voilà, comme ça, sur le féminin, sur l'écriture des femmes, assez troublantes, finalement. Vous avez réuni un peu des gens avec qui il aimait bien travailler, essentiellement des femmes, bien sûr, beaucoup, et nous demandaient, tiens, est-ce qu'il y a un personnage comme ça, de la littérature ou du théâtre, enfin en tout cas des figures qui sont connues et que vous auriez envie de jouer, vous, comme des spectres qui reviennent, ces personnages qui reviennent dans la rue. Il avait repris le Festival des Pascalines, qui au départ était un truc commerçant. Il en a fait un festival philosophique, poétique et politique, ce qui était quand même pas rien, quoi. Et il a fait errer dans les rues, mais c'était vraiment de l'errance, hein, c'était très particulier. Alors, moi j'avais un montage de Médée, on avait fait un montage entre Euripide et Sénèque, mais t'avais le Cid, t'avais le Roi Lear, t'avais Oedipe, Bu, la Locandia, enfin bon. Et on était
Enfin, c'était très particulier parce que on décidait quand on le voulait de prendre la parole. Il pouvait y avoir personne, mais les gens étaient dans un... Enfin, les flics ont été appelés, les infirmiers psychiatriques, c'est-à-dire que la rue commerçante était un petit peu sur le branle-bas de combat à se dire mais qu'est-ce qui se passe, merde, les clodos prennent la parole, quoi. Enfin, ils s'expriment et puis ils s'expriment pas avec de 20 mots, quoi. Will I be ready? Will I be rich? That's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not hard to see. Que sera, sera. What will be, will be. Bruno, la manière de travailler de Bruno, selon moi, il va travailler sur les limites. Il travaille toujours sur la limite de quelque chose. Si vous n'avez pas de limite, il va travailler avec vous sur pas de limite. C'est spécialiste des limites. Hein. C'est assez limite, cette façon de travailler aussi. Mais à des moments, on aura peut-être envie. Voilà, je sais pas moi, qui disent ah, là stop ou un truc comme ça. Mais il travaille pas comme ça. Et j'aime assez. What will be, will be. Bruno choisit les gens avec qui il va travailler et de les mener quelque part. Il cherche quand même une fêlure chez les personnes, une fêlure dans la beauté. Il veut nous voir vraiment. Il a envie que ce soit ça qu'on voit, un peu de votre âme. Mais pour qu'on la montre, il ne faut pas trop construire dessus. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? J'aimerais assez mettre en scène le monde de Bruno. Travailler à l'envers de comment il a travaillé avec moi. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not hard to see. Que sera, sera. What will be, will be. Il y a des chansons, on se demande pourquoi elles sont écrites. Qu'est-ce qui leur passe par la tête? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, quitte-moi, quitte-moi. Bon, on va arrêter là. Ne me raconte pas ta vie, tu me l'as déjà servi. Si t'as des trous de mémoire, pas la peine de le faire voir. Je la connais par cœur, c'est la même que ta sœur. Toujours la même chanson, je la connais à fond. C'est toujours le même disque, mes petites odalisques. Tourner, tourner, tourner en rond, 33 petits tours et puis s'en vont les fredaines, restent les rengaines. Alors s'en vont les amoureux, rêver à la chaleur du pieux souvenir de celles qui furent un jour infidèles, parce qu'elles en avaient assez, assez d'entendre sasser. Toujours le même disque, mes petites odalisques, tourner, tourner, tourner en rond, comme tourne ma chanson. Toi qui as la bague au doigt, si ça te gêne, enlève-la, et tu pourras au lit oublier ton mari. Les rythmes américains nous mettront dans le bain, on tournera en bourrique. Je connais la musique, c'est toujours le même disque, mes petites
petites odalisques. Tourner, tourner, tourner en rond, 33 petits tours et puis s'en vont en Espagne, dans nos cars champagne, les châteaux que nous avons rêvés, en nous rappelant le temps passé. Passer à faire et refaire l'inventaire de tout ce qu'il y avait juste en dessous de vos dessous. C'est toujours le même disque, mais qu'est-ce que tu risques, puisque tu sais que c'est du bidon, tu n'as qu'à pas te donner à fond.